Quelle réponse aux attentes de proximité des Français? On va revenir maintenant plus longuement sur ce besoin, cette nécessité de proximité des Français. L'accessibilité aux soins, on le sait, on le dit depuis ce matin, est un enjeu capital. Beaucoup de Français des territoires se sentent abandonnés. On l'a vu tout à l'heure dans l'Observatoire 2019 de Via Voice. Ils se sont exprimés aussi lors du grand débat national. Et avant de débuter la seconde table ronde de la matinée, j'aimerais que l'on se penche sur ces attentes justement exprimées sur la santé avec le politologue Pascal Perrineau qu'on accueille tout de suite. Cher Pascal Perrineau, je suis ravie de vous retrouver à cette table. Je vous en prie, installez-vous. Vous avez été l'un des garants de ce grand débat national. Et avec vous, donc, on va aborder ces questions de la santé. Vous resterez après pour la table ronde. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous livriez votre analyse. Merci. Merci de m'accueillir ici. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais m'efforcer de rendre compte, après les chiffres de l'enquête tout à fait intéressante que nous a présenté François Miquet-Marty, où déjà beaucoup de choses sont dites sur les attentes des Français par rapport au système de santé, qu'il soit public ou privé. Vous avez vu qu'en termes de perception, ils ne font pas beaucoup de différence entre les deux. Mais je vais vous raconter, au fond, quelle a été mon expérience de grand garant du débat national, puisque vous savez qu'après, au cœur même du mouvement des Gilets jaunes, le président de la République avait décidé d'organiser quelque chose de radicalement nouveau, une grande consultation de tous les Français, une expérience de démocratie participative, comme ça n'a d'ailleurs jamais eu lieu dans le monde, ni dans notre histoire, au plan national. Et tout de même, 2 millions de Français ont participé à cette affaire. Ils ont pris la parole, ils n'étaient pas dans la rue, ils étaient autour d'une table, dans des salles où, en dépit de leurs conflits, de leur appréciation différente, ils acceptaient d'écouter les autres. 4 grands thèmes avaient été fixés. Il n'y avait pas la santé au départ. L'organisation de l'État et les services publics, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, et l'enjeu, c'est incontournable, de la transition écologique. Il n'y avait pas de rubrique santé, mais j'ai parcouru la France dans tous les sens. J'ai assisté à presque à une centaine de réunions. Il n'y avait pas de rubrique santé, mais la santé était un thème transversal, en particulier quand les Français parlaient de l'État et des services publics. Et c'était intéressant parce que quand ils parlaient des services publics, ils parlaient très souvent des services au public. Et à ce moment-là, un acteur privé peut-être rendre un service au public. Et on comprend mieux l'homogénéité des perceptions entre le privé et le public. Et puis, au travers du thème fiscalité et dépenses publiques, apparaissait très souvent le problème, et parfois au premier plan, le problème des coûts de la santé. Et c'était frappant dans les salles, quand on avait affaire à des gens âgés, de faible niveau de vie, dont on voyait les corps d'ailleurs très souvent usés par le travail, par la maladie parfois. Eh bien, le problème des coûts de la santé était omniprésent. Et les Français, même parfois, détournaient les réunions. C'était très frappant. Je me souviens à Vitry-le-François, parce que j'avais pris le Grand Est. Je suis originaire du Grand Est, donc j'avais pris cette région que je connais bien. À Vitry-le-François, Bar-le-Duc, à Châlons, dans la périphérie de Troyes. Très souvent, les réunions tournaient, c'était des réunions très longues, 2 heures à 3 heures de prise de parole. Et plusieurs réunions ont été consacrées entièrement à la santé. C'est-à-dire le meneur de la réunion ne parvenait pas à faire revenir au sujet initial. Les gens parlaient uniquement santé. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, la santé soit, dans un échantillon national, au premier plan. Je vous rappellerai, c'est sorti ce matin, j'ai eu ça il y a 1 heure, dans le baromètre Paul Delouvrier des services publics qui est fait depuis 12 ans par Kantar Sofres, c'est la première fois que la santé est l'enjeu public numéro 1, devant l'emploi et le chômage. La première fois. Ça n'avait jamais été le cas dans le passé. Et on sentait très bien ça sur le terrain. On le sentait particulièrement, à l'heure où on parle beaucoup des fractures territoriales,
on le sentait dans deux types de territoires, beaucoup plus qu'ailleurs. On le sentait d'abord dans les zones rurales, qui rassemblent, je vous le rappelle, 20% de la population qui y vivent, ça fait 11 à 12 millions de Français. Et en particulier, je regardais ceux qui prenaient la parole, très souvent ceux que l'INSEE appelle les jeunes du troisième âge, c'est-à-dire ces gens qui ont 60 ans, 65 ans et qui ont décidé, après une vie active passée dans les villes, dans l'univers urbain, de trouver un peu de calme et de sérénité à la campagne, ce qu'ils ne trouvent pas d'ailleurs toujours. Et on voyait comment, dans ces zones rurales, auprès de ce type de personnel, de profil, il y avait une préoccupation de la santé phénoménale. Et c'était avant tout la question des déserts médicaux. La question des déserts médicaux, d'autant plus forte en effet que cette population, en zone rurale, est touchée beaucoup plus qu'en zone urbaine par un processus de vieillissement. Et d'inégalité. Alors, il faut faire très attention à cette affaire, parce qu'ils ont un sentiment très fort d'inégalité territoriale, bien sûr, mais d'inégalité sociale. Vous savez, quand les clivages se superposent, attention, hein, ça devient volcanique, cette affaire. Hein. Et ils ont le sentiment souvent d'une inégalité sociale aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, par exemple, pour les hommes, quand vous prenez les 5% qui ont le niveau de vie le plus élevé et les 5% qui ont le niveau de vie le plus bas, c'est 13 ans de différence d'espérance de vie. Comment voulez-vous supporter une inégalité telle? Une inégalité qui touche à ce que nous avons tous de plus cher, la vie. Hein? Donc, vous voyez, pour comprendre un peu le climat aussi, il faut bien voir quand les fractures sociales recoupent des fractures territoriales et des inégalités qui paraissent insupportables. L'inégalité par rapport à la vie, j'allais dire 3-4 années, on le supporterait, mais c'est des chiffres qui ont un potentiel de déflagration redoutable. Hein, redoutable. Deuxième terrain, indépendamment de ces zones rurales, les petites villes et les villes moyennes. C'est 22% de la population. Hein, vous voyez, on arrive à 42% si on prend les zones rurales. C'est toutes ces zones dont on ne parle pas, si vous voulez, très souvent. Hein. Cette France dont on disait qu'elle était invisible et qui devient de plus en plus visible, pas forcément de la meilleure des manières, quoi, en se rendant dans le cœur des métropoles urbaines et en cassant, hein, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Et ces petites villes et ces villes moyennes, c'est un terrain particulier dans la mesure où très souvent, dans le passé, ce sont des villes, des univers qui ont connu un équipement médical significatif. Et aujourd'hui, le sentiment, et souvent la réalité, c'est que cet équipement médical se délite ou disparaît. Et ce n'est pas simplement un fantasme, ce n'est pas simplement, vous voyez, une perception tronquée. De 2013 à 2017, les établissements hospitaliers ont connu un déclin de 7%, ça fait une centaine d'établissements fermés. Et de 1996, si l'on prend un plus long terme, à 2016, une maternité sur 3 a fermé. Et avant tout, dans ce type de terrain, de petites villes et de villes moyennes. Alors, sur le fond de cette réalité, je me souviens de débats qui étaient des débats, même parfois dans le Grand Est. J'avais pris 2 régions, hein, le Grand Est et PACA. Mes collègues avaient pris les autres régions. Et je me souviens dans des villes comme Vitry-le-François, comme Grasse, comme des toutes petites villes aux confins de la Seine-et-Marne et de la Beauce, vous savez, dans cet univers que les sociologues appellent souvent le rurbain. On ne sait plus très bien si on est dans le rural ou dans l'urbain. Et même quand on est dans le rural, on regarde le profil socio-professionnel des gens qui habitent dans ce rural, ce sont en fait des urbains. Parce qu'ils vont travailler à la ville, c'est tous ces conflits de la mobilité, et Dieu sait si le mouvement des Gilets jaunes, c'était un conflit de la mobilité. Mais ce qui ne veut pas dire que sur le terrain de la santé, il n'y ait pas de conflit de mobilité aussi. Hein, il n'y a pas de conflit de mobilité. Alors, quel que soit le terrain, pour résumer, puis on en reparlera si vous voulez, c'était toujours, quels que soient les gens qui prenaient la parole, au fond, une grille d'interprétation ternaire sur la santé. Il y avait 3 moments. D'abord, les Français, ces Français, un peu de tous les horizons, avaient exprimé des préoccupations, mais très concrètes, hein, sur leur propre santé. Ça commençait toujours comme ça.
On parle de soi, on est dans une société individuée aujourd'hui. On commence par soi-même, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le sens de l'intérêt général. L'intérêt général se construit de plus en plus aujourd'hui, contrairement à il y a 30 ans, à partir des intérêts privés qu'on tente d'agréger. Donc il faut faire avec, il ne faut pas se marier ou être triste de cela, c'est comme ça. C'est la société individuée, pas forcément individualiste. Donc on parlait de préoccupations pour sa santé. Je me souviens en particulier à Vitry-le-François, d'hommes et de femmes qui parlaient d'accidents cardiaques, de la disparition d'un malade qui attendait les soins à la suite d'un grave accident cardiaque et qui attendait l'arrivée de l'hélicoptère qui venait de Reims. Je me souviens de... Alors là, c'était presque l'ensemble de la salle, nous étions une soixantaine à peu près, l'ensemble de la salle qui disait, ben voilà, à Vitry, on ne trouve plus de généralistes. C'est terminé. On ne trouve plus de généralistes après la fermeture des cabinets de médecins âgés, parfois très âgés, qui ne trouvaient pas de successeurs. Et tout le monde disait, pour ceux, les nouveaux, les habitants qui arrivent à Vitry, on ne trouve plus de médecins référents. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Également, la problématique de la durée d'attente pour les spécialistes. Chacun citait des cas, mais c'était hallucinant. Non seulement le spécialiste est à Pétraouchnok, mais en plus de ça, c'est 1 mois et demi, 2 mois, et parfois 3 mois avant d'avoir un rendez-vous. Donc toute la question, mais vous voyez là, très concrète, très charnelle, des déserts médicaux absolus ou relatifs, avec des gens qui parlaient de la fermeture des lits, de la fermeture du bloc opératoire à l'hôpital de Vitry, des gens qui ont une liste noire aussi. Vous en parliez, Monsieur le Président, tout à l'heure. Une liste noire d'hôpitaux à problème. Ils ne sont pas naïfs. Les consommateurs sont plus éclairés, les consommateurs des soins de santé comme les autres. Et donc venait la litanie, à Bar-le-Duc, c'est plus ce que c'était, à Annonay, à Pontarlier, à Gisors, à Pont-de-Beauvoisin, à Épinal. Toute une litanie comme ça. On dit d'accord, c'est là, mais moi je m'y mettrai pas moi-même. Et je ne mettrai pas mes enfants, je ne mettrai pas mes vieux parents. Donc une préoccupation pour sa propre santé. Ensuite, les mêmes continuaient, surtout les mères, les femmes, mères, continuaient sur des préoccupations pour les enfants. Un discours tenu avec parfois mais beaucoup d'émotion, parce qu'il y a beaucoup de vécu derrière. Par ces mères, les affaires de naissance difficiles, dans des contextes de maternité fermés, Bar-le-Duc d'ailleurs, où le service de pédiatrie est également fermé, l'absence de pédiatre pour ces femmes, à la recherche d'accompagnement, si vous voulez, pour savoir comment faire, en particulier pour les mères qui ont pour la première fois un enfant, peu ou pas de structures d'accueil pour les enfants accidentés ou connaissant des épisodes de maladies un peu lourdes. Donc, ça, c'était le deuxième terrain, c'était le deuxième moment de leurs préoccupations. Troisième moment, c'était les préoccupations pour les vieux parents. Vous voyez, on faisait tout l'intergénérationnel. Pour les vieux parents, parfois malades, la difficulté à trouver des places dans des structures de soins et d'accueil, alors là apparaissait la question des coûts. La question des coûts élevés pour la mise des parents en EHPAD, l'insatisfaction assez souvent exprimée par rapport à ce que tout à l'heure François Mickey-Marty appelait le care dans ces EHPAD. Voilà, les gens, voilà, ils sont... Certes, parfois, c'est des personnes âgées, parfois privées de la parole, mais les enfants sont là, ils apprécient la qualité du soin. Voilà. Ils ne souffrent pas forcément en silence, du moins on les entendait. Avec toutes ces questions de tarifs des EHPAD et la question des inégalités. Le tarif médian des EHPAD et des maisons de retraite dans la Marne, c'est 2 049 €. Il faut savoir que le salaire médian en France, c'est 1 800 €. Et l'inégalité, c'est-à-dire la grande variété du coût des EHPAD à Châlons, j'en parlais tout à l'heure avec un d'entre vous, 1 590 € à Châlons, 3 500 à Reims. Donc un système de, vous voyez, selon où tu seras placé sur le territoire, mon vieux ou mon jeune, tu ne seras pas soumis au même régime. Et vous savez, pour de bonnes et de mauvaises raisons, on est dans un pays égalitaire.
Tocqueville l'avait dit au XIXe siècle. Voilà, il faut faire avec ce tempérament égalitaire et faire en sorte qu'il ne soit pas trop égalitariste, qu'il soit la recherche plutôt de ce qu'on appelle de plus en plus l'équité. Hein. Mais c'est normal, si vous voulez, que les gens soient à la recherche de cette équité. Alors, pour conclure sur ce point, et puis on reviendra tout à l'heure à d'autres problèmes, la santé, moi, en tant qu'écoutant de ces grands débats, garant de ce grand débat national, qui a été une expérience incroyable, dont on n'a pas assez parlé, d'ailleurs, parce que le grand débat national, ce n'était pas simplement Emmanuel Macron rencontrant les maires. Hein. Ça, c'était de la communication présidentielle. Le grand débat national, c'était des Français qui se rencontraient et qui débattaient entre eux. Ce n'était pas le président qui... Voilà. Hein. Or, on a parlé beaucoup du premier, très peu du second. Mais enfin, ces 2 millions de gens se sont rencontrés, ont pris la parole, c'est formidable. Et c'était très souvent ce que j'ai appelé des primo-parlants, des gens qui, pour la première fois de leur vie, prenaient la parole dans un espace public. Donc, si la santé rencontre cet écho, c'est parce qu'elle est vécue dans l'intergénérationnel. Elle vous touche de tous les côtés, par le haut, la génération des parents, par le bas, celle des enfants, et par vous-même. La solidarité, quelque part, est quelque chose d'inclus dans la problématique que l'on a pour la santé. Et au travers de cet aspect intergénérationnel, si vous voulez, la santé a un écho parce qu'elle touche à des notions et à des valeurs fondamentales. La valeur de la solidarité, et je reprendrai les 3 moments de notre devise nationale. La solidarité, c'est la fraternité. L'inégalité sociale et territoriale, qui renvoie à la valeur de l'égalité. Et la liberté d'accès à des soins dont on peut se voir privé par absence de mobilité, le fait qu'on n'a plus les moyens librement d'aller et de venir. Hein, et c'est la liberté. Alors, je ne parle pas de la liberté d'aller et de venir dans l'agglomération parisienne, ça, espérons que ce sera épisodique. Bon, voilà dans un premier temps un peu, si vous voulez, ce compte-rendu ou ce rendu-compte d'expérience que je voulais faire devant vous. Et ça me fait plaisir de le faire ici parce que ça fait 6 mois que je raconte qu'on parlait beaucoup de problèmes de santé. Alors on m'écoutait en disant oui, il est sympathique, là, le professeur, mais enfin, voilà, on parlait d'autre chose, quoi. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur la transition écologique, sur l'État et le service public? Non. Hein, quand les Français sont libres d'aborder les sujets qu'ils veulent. Et ils ont parlé beaucoup plus de santé qu'on voulait bien le dire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Pascal Perrineau, vous restez avec nous pour la table ronde. Avant de passer à la table ronde, Lamine Garbi, vous avez certainement envie de réagir. Oui, déjà, merci pour votre rendu et puis votre autorité naturelle qui fait qu'on vous a écouté avec beaucoup d'intérêt et de tranquillité aussi parce que vous avez vraiment posé de manière simple notre débat et nos préoccupations. Et je dirais qu'on est ravis que la santé soit au cœur des préoccupations. Le président de la République l'a bien compris quand il a posé les bases de Ma Santé 2022. Et ce qu'on regrette, nous, aujourd'hui, c'est qu'entre septembre 2018, où à l'Élysée, il a présenté vraiment un diagnostic, un audit de la santé, effectivement, avec les inégalités sociales et médicales, parce que ce n'est pas une médecine à 2 vitesses, on a une médecine à 12 vitesses. On se dit qu'aujourd'hui, on est pratiquement 1 an et demi après, la loi a été promulguée, voilà, on est un peu encore dans l'attente, et on n'a pas l'impression, alors ça c'est le discours du syndicaliste, que je suis, parce que je suis un syndicaliste, on n'a pas l'impression qu'il y a une volonté forte de vouloir nous aider, voilà, nous aider sur les territoires. Et c'est un peu la demande ou le reproche. On est dans l'affection depuis ce matin, c'est vrai que ça a été dit plusieurs fois, il faut être dans la sympathie, l'empathie, l'affection. On dit beaucoup plus de choses avec le sourire. Mais on a un peu l'impression d'être les cliniques privées, un peu le gentil élève qui travaille bien, qui disparaît à petit feu. Moi, il y a 20 ans, j'avais 2000 copains, c'est-à-dire 2000 cliniques, et aujourd'hui, il y en a 1000. Voilà, 1000. Donc j'ai perdu 1000 copains. Alors, ils n'ont pas tous disparu, certains se sont regroupés, évidemment, pour avoir des tailles un peu plus significatives, parce qu'il y a beaucoup de cliniques de 50 à 60 lits. Aujourd'hui, la taille moyenne, c'est 120-130 lits en médecine, chirurgie obstétrique, et en soins de suite et psychiatrie. Il y a encore beaucoup d'établissements de 50 à 70 lits qui maillent le territoire et qui rendent un service au plus près de la population. La maternité, vous l'avez cité, elle est sinistrée. Elle est sinistrée pour 2 raisons. Une politique tarifaire qui est abjecte,
indécente, c'est-à-dire que la tarification de l'accouchement ne couvre pas les frais, tout simplement. Et également à la politique familiale qui a été initiée par le précédent gouvernement, par le président Hollande, qui a réduit les aides et qui a induit, il faut le dire, une baisse de la natalité en France, parce que là aussi, les familles et les mères ont pensé qu'elles étaient abandonnées dans leurs difficultés. Donc ce sont ces deux courbes, vous l'avez très bien dit, qui se croisent et qui sont extrêmement inquiétantes. Vous avez parlé d'intérêt privé qui va sur l'intérêt général. C'est une doctrine qui me va très bien, parce que je suis privé à but lucratif, et c'est important de le rappeler, mais on est pour l'intérêt général parce qu'on remplit des missions de service public, et donc nous sommes au service du public, donc nous sommes le service public. Il ne faut pas l'oublier. Et merci pour votre témoignage qui était très clair et surtout qui a rendu un éclairage. On est content qu'on soit au cœur des débats, mais on voudrait plus, quoi. Voilà, on voudrait plus.